Mon petit cœur d'amour a 9 ans aujourd'hui. Évidemment, ce qui est le plus fun d'être parent, d'être papa, dans mon cas, c'est l'amour qu'on reçoit de notre enfant et essentiellement l'approbation de notre style parental. J'ai travaillé longtemps en CPE et être un gars qui travaille en CPE, c'est un peu comme être une fille sur un chantier de construction. Tu vas comme tout le temps subir des formes de discrimination sexuelle, des formes de sur le genre, peu importe, là. Et c'est comme s'il fallait que tu justifies ton approche. Et évidemment, j'avais une approche différente. Des fois, j'étais beaucoup plus physique, là, comme je pouvais les emmener jouer à des jeux peut-être un peu plus dangereux, quoique, tu sais, pas très, là, mais mon réflexe était peut-être un peu plus aventurier. Et aussi, je pense que j'étais beaucoup plus dans le laisser-aller. Tu sais, au Québec, on a l'espèce de mentalité de jouer c'est magique. Il faut comme tout le temps un peu organiser des activités. Je faisais souvent des activités libres, mais mes interventions étaient plus micro. C'était ici et là pour stimuler leur créativité. Une approche que je dirais plus artistique, dans le sens où c'est vraiment d'être libre et de te découvrir dans le processus de créativité. Mais même si je recevais beaucoup de compliments de parents, des parents qui m'ont vu des années plus tard, tout ça, ça demeurait, comme je disais, un peu toxique comme milieu pour un homme. Hein, c'est une des raisons pour lesquelles je trouve des fois le féminisme un peu ridicule, c'est qu'il ramène toute l'équation à dire il y a un problème chez l'homme, mais c'est comme s'il n'avait jamais chez la femme. Et donc, c'est sexiste, parce que tu mets juste ça d'un bord. En réalité, évidemment, il y a des problèmes des deux bords. C'est normal, c'est la vie. Il n'y a personne de parfait. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui prétendent l'être. Mais il y a d'autres raisons aussi pour lesquelles être parent, c'est bien. Je pense que d'un point de vue un peu plus ésotérique, il y a quelque chose de fondamental dans le fait d'amener des corps physiques pour permettre l'incarnation des âmes en attente. Et ça, c'est complètement overlooked. Je cherche le mot en français, là, mais en tout cas, le monde ne le regarde pas du tout, cet aspect-là de la problématique. Mais on ne peut pas dire qu'on est dans une sous-population. Par contre, je pense que ça pourrait devenir un problème à un moment donné. Tu vois de plus en plus de sociétés où il y a... c'est comme si tu as des sociétés très traditionnelles où il faut qu'ils fassent comme 9, 10 enfants, et c'est un peu comme trop, tu sais, dans le sens où tu n'as pas l'énergie puis le temps pour bien éduquer chacun de ces enfants-là. Mais de l'autre côté, tu as des sociétés très individualistes où avoir un seul enfant est vu comme un énorme fardeau, tu sais. Et ça peut être dangereux sur le long terme. Mais ça m'amène aussi à mon troisième point, qui est, je pense, un des points les plus pertinents. Le gène égoïste de Richard Dawkins, si je ne me trompe pas, le livre a été publié en 1976. En passant, c'est de là que vient le concept de mème. Hein? Tu sais, les mèmes qu'on voit sur Internet qui se répètent, là. L'idée du mème qui apportait Richard Dawkins, qui est plus fondamentalement un biologiste qu'autre chose comme personne, c'est de dire, on voit au niveau des idées la même chose qu'au niveau des gènes. Et donc, lui, sa compréhension des gènes lui a fait dire, mais on dirait que c'est pareil comme comment les idées se reproduisent dans la société. Et ça l'a développé, cette théorie-là. Et une des choses qui apporte, par exemple, je le trouve beaucoup trop agressif par rapport aux religions. Mais si tu comprends sa théorie, tu comprends un peu plus pourquoi il l'est. Parce que dans le fond, pour lui, c'est problématique si certaines idées se répandent trop et d'autres pas assez. Donc, par exemple, on pourrait dire, d'un point de vue qui mélange un peu le gène et le même, qu'une société plus démocratique, plus libérale, avec une pensée plus scientifique, qui ferait moins d'enfants, et une pensée plus... je me souviens pas ce que j'ai dit au début, là, mais un groupe d'humains plus libéral, plus scientifique dans leur approche de la vie, qui font moins d'enfants, versus un groupe humain plus religieux, plus dans la pensée magique, moins scientifique, plus superstitieuse, mettons, qui ferait beaucoup plus d'enfants, peut créer un déséquilibre sur le long terme, dans le sens où même si l'humanité a passé par la Renaissance, les Lumières, la méthode scientifique, on pourrait retourner en arrière dans le sens moyenâgeux ou dans le sens d'une espèce de théocratie dogmatique, violente, machin, qui vient du fait que, dans le fond, il y a juste eux qui se reproduisent au niveau des gènes, mais donc aussi au niveau de la transmission de la pensée. Et donc, l'idéologie devient dominante. Par exemple,
dans certaines situations de conflit du monde, on voit les musulmans se présenter comme une victime minoritaire. Mais en fait, ils sont à peu près 1,9 milliard de musulmans sur Terre. En quoi ils sont minoritaires? Ils sont de loin la religion avec la plus grande croissance. Et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est un peu comme un virus qui se répand. Je ne veux pas dire que la religion musulmane est un virus, mais dans le sens où c'est comme si ça prenait toute la place, puis là, il y a de moins en moins de place pour la pensée scientifique. Encore une fois, il faut faire attention, le monde arabe et même certains musulmans peuvent être de très grands scientifiques. Et donc, je ne suis pas en train de dire que la religion musulmane est nécessairement de ce genre-là. Ce que je dis, c'est que si, au travers du processus social par lequel les gens deviennent de plus en plus religieux, il y a simultanément un processus qui fait que les gens sont de moins en moins scientifiques, il peut y avoir une perte de la pensée critique et donc de plus en plus instaurer des formes de théocratie, des fascismes fondés sur la religion, etc. Et donc, faire un enfant, c'est recevoir l'amour, c'est donner des corps pour l'incarnation, mais c'est aussi, d'une certaine façon, aider à perpétuer son mode de vie, ses idées et sa culture. Et donc, un peuple qui se reproduit de moins en moins, qui a un taux de natalité très bas, est comme un peu voué à disparaître, à moins qu'il se multiplie. Par exemple, les Québécois, pendant longtemps, étaient écrasés sous les Britanniques, puis à un moment donné, le clergé s'est mis à dire « faites beaucoup d'enfants », puis après ça, il y a eu le baby boom, après la Deuxième Guerre mondiale, et il y a eu une expansion économique très forte avec une grande masse de gens, des grands projets, des développements, mais c'était aussi lié au fait qu'il y avait une population pour le faire. Si les Québécois avaient comme constamment diminué en population, ils auraient juste disparu. Un peu la même affaire est arrivée avec les Autochtones. Il y a eu une très grande décroissance de la population. Là, en ce moment, semblerait, qui sont ceux qui ont le plus haut taux de natalité au Canada. Et donc, peut-être qu'on va voir une forme de retour. On le voit aussi avec Vérité et Réconciliation, plein de choses qui font en sorte que on se réapproprie certains mots comme Kwe, Miigwech, tu sais, juste de dire bonjour puis merci dans certaines langues autochtones. Il y a déjà une certaine direction vers une réappropriation quand, en fait, il n'y a pas tellement longtemps, on n'utilisait plus jamais ces mots-là. Et donc, ça, c'est la théorie du gène. Hein. C'est la théorie du gène égoïste, comme je disais, c'est la théorie du mème. C'est de dire qu'il y a comme un peu des combats entre des idées, un peu comme il y a des combats entre des gènes dans l'humanité. Et encore une fois, c'est pas une question de dire, mettons, les musulmans sont bien ou mauvais, ou la science devrait complètement primer et éliminer la religion. Je veux dire, l'inverse est vrai aussi. Des fois, il y a des gens qui disent, les religions, tout ce que ça fait, c'est apporter de la guerre. On voit très bien avec Poutine, l'évasion en Ukraine, que c'est pas lié à la religion. Donc la guerre peut très bien exister sans la religion. Le droit à la liberté religieuse est important aussi, évidemment. Ce que je dis, c'est qu'il y a une forme de combat entre ces différentes façons-là de vivre et que si on ne se reproduit pas et on ne connaît pas la joie, l'amour d'être un parent, ou si donner des corps à des âmes qui ont besoin, et peut-être c'est une âme que dans une ancienne vie, tu avais besoin de faire ce lien-ci dans cette vie-ci, et donc karmiquement, c'est extrêmement bon d'avoir eu cet enfant-là parce que ça t'a fait payer des dettes karmiques, etc. Je dis un peu n'importe quoi, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et mais aussi, un peu comme je disais, corps sain dans un esprit sain, mais aussi dans une société saine, aussi ça a une conséquence sur les choix qu'on fait en tant qu'évolution de civilisation. Est-ce qu'on veut que nos valeurs, notre société continue d'évoluer ou est-ce qu'on veut que, par exemple, le Québécois disparaisse? Le français canadien, appelle-le comme tu veux.